Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet atelier Planète Tech Care. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, comme annoncé, nous allons avoir une présentation des résultats du baromètre Green IT 2025 piloté par l'AGIT. Et je remercie Romuald Ribaud, vice-président et trésorier de l'AGIT, qui pilote le groupe de travail et qui va nous présenter ces résultats dans le détail et avec qui nous pourrons aussi échanger. On va d'abord commencer par la présentation et en fin de présentation, bien évidemment, on prendra un temps d'échange pour répondre aux questions. Alors, je vous le rappelle, comme d'habitude, pensez à bien mettre les questions dans l'onglet questions dédiées qui est en bas à droite de votre écran. Nous, ça nous permet de les retrouver plus facilement. Et puis, vous avez la possibilité de voter aussi pour la question. Si vous avez la même question, ça nous permet aussi de voir l'ordre d'importance des questions, même si, bien évidemment, on essaie de répondre à l'ensemble des questions dans le temps imparti. Vous avez le chat aussi, bien évidemment, pour échanger. Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose à vous dire. Je sais que tout le monde attend ces résultats avec grande impatience. C'est vrai que c'est vraiment l'ADN de Planète Tech Care de pouvoir vous amener ces expertises chaque mois différentes, complémentaires et qui permettent d'avoir une vision à 360 sur ce qui se passe en termes de numérique responsable. Voilà, sans plus attendre, Romuald, je te passe la parole. Un grand merci de ta disponibilité. Et je rappelle, l'AGIT fait partie des partenaires fondateurs de Planète Tech Care. Donc, un grand merci d'être là avec nous et ce soir particulièrement. Merci Virginie pour cette présentation et je te passe aussi à nouveau nos merci aussi que Planète Tech Care fasse partie de l'AGIT. Je crois qu'on s'est bien trouvé sur cette volonté de partager bonnes pratiques et travailler sur un commun. Donc merci pour cette nouvelle fenêtre d'expression qui permet à l'AGIT de donner naissance à sa raison d'être, qui est le partage. Je suis ravi de pouvoir vous présenter ce soir les quelques résultats du baromètre Green IT 2025. Je dis bien quelques résultats parce qu'il faudrait 4 heures pour pouvoir tout aborder. Donc d'ores et déjà, c'est une petite sélection, mais je suis prêt sur toute demande à venir étayer plus en détail telle ou telle partie. Ce sera avec grand plaisir que je ferai ce travail s'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. En préambule, je voulais quand même introduire l'AGIT, l'Alliance Green IT. Donc, c'est la plus vieille association qui travaille sur le sujet du numérique responsable depuis 2011. Sa raison d'être, c'est de sensibiliser et partager les bonnes pratiques en matière de responsabilité numérique. J'insiste sur responsabilité numérique et pas numérique responsable. La responsabilité numérique étant peut-être de ne pas être dans le numérique, en tout cas à chacun de le décider. L'AGIT rassemble à peu près une centaine de membres, tous impliqués dans une démarche et représentant l'ensemble de la chaîne du numérique. Alors on va des bureaux d'études de data centers, des hébergeurs, des fabricants, des éco-organismes, des reconditionneurs, des distributeurs, des agences web, des analyses de cycle de vie, des agences de communication responsables, etc., etc. Je pense que c'est vraiment notre ADN et notre force, c'est de rassembler toutes les compétences d'une chaîne numérique, si tant est qu'on puisse rassembler toutes les compétences. On a un sujet qui est très transverse et très complexe. Voilà, on considère que il n'y a pas un gourou qui peut tout savoir, mais c'est bien une somme de compétences qui est capable de travailler objectivement sur un sujet. Et puis, ce qui fait cet ADN, c'est que l'ensemble des livrables sont produits par les membres eux-mêmes à l'occasion de groupes de travail. Donc, c'est exactement l'exercice qui est fait avec le baromètre. Le baromètre, il est diffusé sur un... Enfin, il est diffusé via un questionnaire que l'ensemble des membres diffusent dans son réseau. Et puis ensuite, il y a une analyse d'un groupe de travail aussi, donc de plusieurs membres, que je vais pouvoir vous présenter. Alors, j'essaye de prendre la main pour... Voilà. Donc, je vais vous présenter la méthodologie dans un premier temps, ensuite les résultats synthétisés autour de 22 indicateurs qu'on suit
particulièrement depuis 2015, et ensuite faire un petit focus sur chacune des thématiques, les 8 thématiques que vous voyez à l'écran et sur lesquelles je vais revenir. Donc comme je disais, le baromètre, c'est sa 4e édition. La première édition étant en 2015. C'est la première édition post-Covid. Alors je le dis parce que je pense que ça n'aura échappé à personne qu'il y a eu beaucoup de changements de pratique suite à cet épisode. Et d'ailleurs, on se réunissait beaucoup plus physiquement avant que maintenant. Donc on voit bien et on a l'occasion ce soir de se rendre compte à quel point nos pratiques ont changé. Ce baromètre est issu de réponses qui sont diffusées à travers un questionnaire qui s'appelle le questionnaire.org, qui est un outil que chacun peut utiliser et continuer à utiliser toute l'année, juste pour faire l'exercice de passer en revue toutes ces thématiques. Mais c'est sur une certaine période qu'on va bloquer les résultats pour pouvoir analyser un ensemble de réponses. C'est aussi la première année où nous avons mutualisé ce dispositif, en le travaillant de manière collaborative avec l'INR, l'Institut du numérique responsable, et donc c'est ce travail de collaboration qui a donné lieu à ce fameux questionnaire, avec cette volonté, avec l'INR de pas multiplier les outils, mais bien de mutualiser un seul et même outil, qui permet de rassembler les entrants de notre sujet pour différents besoins ensuite. En tout cas, on s'est dit que il fallait pas que l'ensemble des acteurs Green IT s'adressent individuellement auprès des entreprises, parce que de l'autre côté, peut-être qu'ils allaient se prendre 3-4 fois des questionnaires à répondre la même chose. Ça pouvait être un petit peu et chronophage et pénible. Et donc, on a fait ce travail et ce travail a donné lieu à la création d'un consortium qui a réuni aussi des acteurs de la mesure en se disant, bah pareil, voilà, nous on a ce questionnaire, on a des données entrantes, qualitatives, quantitatives. Si un de vos clients a fait l'exercice, bah, inutile de lui reposer les mêmes questions. Ces questions, elles sont accessibles à partir du moment où ce client accepte de les donner. Et enfin, ce travail, ce consortium, cette discussion qu'on a eue, on s'est dit: «Bah, super, on peut mutualiser un outil pour, capter, tous les entrants, mais ce serait aussi bien qu'on partage une même méthodologie, de calcul», parce qu'il s'agissait de la mesure. Et donc c'est à cette occasion qu'est né, le RCP système d'information. Donc le RCP étant un référentiel méthodologique, qui est, soutenu par l'ADEME, disponible dans la librairie ADEME, et qui permet à tous d'utiliser une méthode commune pour évaluer l'impact environnemental d'un système d'information. Alors il y en a plusieurs, il y a le PCR FAI, le PCR LAN et réseau télécom, le PCR SI, donc système d'information, le PCR cloud, et je crois qu'en ce moment il y a le PCR audiovisuel qui est en train de se discuter, et un autre PCR sur les applicatifs web. Donc c'est un ensemble d'outils qui sont utiles pour avoir une méthodologie commune. Alors cette édition, le baromètre a rassemblé 588 réponses complètes. Donc sur l'ensemble des réponses qu'on a reçues, 61% allaient au bout, et dans ces 61% qui vont au bout, on a 588 réponses complètes. Le fait est que ceux qui ne vont pas au bout nous donnent aussi une indication sur la maturité d'une entreprise en matière de numérique responsable. Donc 588 réponses, c'est plutôt pas mal pour une étude B2B. Et c'est même celle qui est la plus robuste en matière de nombre d'organisations qui ont répondu. Donc le panel des répondants, il est tel que je vous le présente à l'écran. On a vocation et objectif d'être représentatif des entreprises en France, aussi bien en termes d'effectifs qu'en termes de secteur d'activité. Donc pour être représentatif, on va comment dire, faire appel à des répondants, et ensuite on va analyser par quota de taille d'effectifs, de chiffre d'affaires et de secteur d'activité pour s'assurer de cette représentativité au niveau national. Et en fonction du nombre de répondants selon ces quotas, on va faire
pondération des données pour à vous apporter des chiffres représentatifs. On fait ce travail en collaboration avec l'institut de sondage Occurrence, qui fait partie du groupe IFOP, pour assurer et vous garantir la robustesse des données que je vais vous présenter. Donc toutes les données que je vais vous présenter sont à considérer comme représentatives des entreprises en France, indépendamment du panel de répondants que je vous présente sur cette slide. Comme je vous le disais, le sujet du numérique responsable, de la responsabilité numérique est un sujet très vaste et très transverse. On l'aborde en passant en revue 8 thématiques. Alors, selon les référentiels, on se retrouve peu ou prou toujours autour de 8 thématiques qui ne sont pas toujours les mêmes, mais plus ou moins les mêmes. En tout cas, notre sujet concerne à la fois l'infrastructure informatique, au sens le système d'information, le data center, au sens de l'immobilier, de la pièce, le physique, est un sujet qui tourne autour de l'impression, de la fin d'usage, de la fin de vie, des achats, de la gouvernance, de la politique concernant les postes de travail et enfin de la politique sur le développement d'applications, applications métiers ou applications diverses et variées. À l'écran, un petit panel de logos. Simplement, comme je vous disais au début, en préambule, en présentant l'Alliance Green IT, l'ensemble de nos livrables sont créés par les membres. Donc, en général, un des membres se donne pour mission d'être pilote d'un groupe de travail. Donc, c'est mon cas pour ce groupe de travail Baromet dont lequel je suis pilote depuis 2015. Et ensuite, il y a tout un pôle de membres volontaires et donc les analyses que je vais vous présenter et surtout les analyses qui sont présentes dans le document, hein, je pense qu'on rappellera, je l'ai pas le fait dans mon doc, mais je le ferai, le lien qui vous permet de télécharger le baromètre, c'est un document de 100 pages et vous avez aussi à disposition les annexes qui donnent les détails par secteur d'activité et par tranche d'effectifs et par chiffre d'affaires. Vous avez tous les chiffres qui existent en annexe. Ça représente plus de 6000 données. Tout ça, toutes ces données sont totalement ouvertes et disponibles. Simplement, j'insistais sur la qualité des logos qui sont présents à l'écran parce que c'est eux qui ont fait cette analyse. En fait, l'ensemble des questions sont classées dans nos thématiques et chaque thématique est analysée par un groupe de travail ad hoc. Et donc, parmi ces analystes, vous avez les personnes qui sont à l'écran. Je remercie Alain que je vois sur le chat qui partage le lien du baromètre. J'avais oublié de le mettre dans mon doc. Donc tout ça pour vous dire que le résultat de ces analyses, c'est aussi des acteurs emblématiques de l'analyse et donc ça rend d'autant plus robuste nos chiffres et l'analyse qui en est faite. Alors excusez-moi, j'ai reperdu la main sur... Voilà. Alors on passe aux résultats. Donc petite tendance, j'ai remis ce visuel parce que c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai eu juste avant. Donc comme je vous disais, l'édition 2025, c'est la première édition post-Covid. Et franchement, je m'attendais à vraiment des changements radicaux, vraiment une montée en flèche de tous nos indicateurs. Force est de constater que on est encore dans ce fameux trou de la désillusion et on ne sait pas trop si on est encore en train de descendre ou de remonter, mais ce sont des résultats un petit peu en demi-teinte, donc avec de très belles choses et des choses assez décevantes, mais c'est la cruauté des résultats. Alors, comme je vous disais, depuis 2015, on suit en particulier 22 indicateurs. Ces indicateurs, avec le temps, sont capables d'évoluer. C'est pour ça que vous voyez que les 2 derniers indicateurs en rose, vous n'avez pas d'historique, tout simplement parce que c'est des indicateurs qu'on ne suivait pas précédemment. Par contre, on a considéré que maintenant c'était des sujets et il y a d'autres indicateurs qu'on suivait et qu'on ne suit plus parce que c'est plus devenu un sujet. C'est normal, ça va faire 10 ans maintenant entre notre première et notre 4e édition. Donc il y a forcément des choses qui ont évolué. Donc là, vous voyez à l'écran l'ensemble des résultats.
On va aller sur certaines données un peu plus dans le détail dans la suite de la présentation. Mais voilà, pour avoir une synthèse globale, je relève euh, 3 points décevants. Le sujet de la connaissance de son périmètre, que ce soit en termes de stockage ou de superficie de mètres carrés de salle de data center. Et c'est quand même des questions qui sont très liées au levier qu'on peut faire, qu'on peut exploiter pour optimiser sa démarche de Green IT. Et aussi un constat un peu décevant sur la partie formation, sensibilisation des collaborateurs. Là, je pensais vraiment que ça allait monter en flèche post-Covid. Et malheureusement, force est de constater que ça baisse un petit peu. Alors peut-être qu'on considère que ça y est, tout le monde est au fait. Je peux vous assurer qu'on est loin d'être au fait. Il y a encore beaucoup de travail à faire autour de la sensibilisation. Et malgré que je n'ai jamais connu autant d'acteurs engagés et qui ont fait leur métier d'accompagner, de sensibiliser sur le numérique responsable, j'ai jamais connu autant de consultants Green IT. L'item, l'indicateur est en baisse sur la partie sensibilisation. Donc, continuons. On a encore du travail à faire juste sur le sujet de la sensibilisation. Sur les points plutôt favorables, on voit un intérêt de plus en plus important sur la partie infrastructure, que ce soit sur la mise en pratique du Code of Conduct pour les data centers et que ce soit aussi sur le fait de faire des analyses de cycle de vie de leur infrastructure. Alors je suppose que la guerre en Ukraine est passée par là, que le coût énergétique a pris une flambée et que face à ce constat, les acteurs se sont dit: «Ah oui, le sujet de l'énergie, c'est quand même un sujet, on va peut-être regarder d'un peu plus tôt», parce qu'il y a l'énergie, le fait de, disposer de l'énergie, le coût énergétique et ensuite les impacts qui sont liés à cette énergie. Donc c'est normal que, on se concentre sur l'énergie et sur ce qui consomme beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a, il y a, il y a le fait que le prix de l'électricité ayant à un moment donné fortement augmenté, ça a été dans le bon sens. Enfin, sur une grosse montée, donc sur le sujet qui m'est cher, parce que je l'ai pas dit au début, mais je suis aussi directeur marketing d'Ecologique, donc Éco-Organisme, en charge de la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Et donc sur cette thématique, on a une grosse montée sur la connaissance de la réglementation, puisque 71 des entreprises se déclarent connaître la réglementation. Bon, on va voir qu'en pratique, une fois qu'on pose des questions d'action qui sont liées à cette réglementation, malheureusement, on n'est pas au niveau de la connaissance. Mais néanmoins, voilà, le fait que ça progresse, c'est plutôt une bonne chose. Alors, maintenant, on va aborder la première thématique. Alors, c'est pas la première, c'est pas dans le même ordre que le document, mais je pense que c'est intéressant de commencer, voilà, du top, vers le bottom. Donc, le sujet de la gouvernance, je vais pas vous présenter tous les chiffres, c'est pas l'objet de cette restitution. En revanche, dans le document, vous trouverez pas mal de sous-thématiques, puisque dans la gouvernance, nous abordons le sujet de la stratégie Green IT au sein de l'organisation. Est-ce que cette stratégie a donné lieu à la mise en place d'un plan d'action? Est-ce que les actions de ce plan sont suivies? Est-ce que les collaborateurs sont sensibilisés? Comment on valorise sa démarche par des labels externes? Est-ce qu'on favorise le Bring Your Own Device, qui est le fait d'inciter ses collaborateurs à utiliser leurs propres équipements pour l'organisation, ou est-ce qu'on ne le fait pas? On aborde le sujet de la consommation électrique, la connaissance de sa consommation, de la provenance de son énergie. Quelle est la politique en matière de télétravail? Et aussi un sujet qui a l'air anodin, mais qui est très impactant en matière, et notamment sur la thématique impression, qui est le choix de la charte graphique en matière de choix de conception graphique et d'accessibilité. Pour l'occasion de cette restitution, j'ai voulu
me pencher sur ces chiffres en particulier. Donc la bonne nouvelle, c'est que 39 des entreprises, déclarent avoir désigné une personne en charge du Green IT. Alors c'est vraiment une bonne nouvelle, déjà parce que, ça augmente depuis la précédente édition, et puis surtout, c'est qu'on a constaté que, il y avait 85 de bonnes pratiques en place dès l'instant qu'il y avait un responsable Green IT au sein d'une organisation. Donc, c'est vraiment une pierre très importante à l'édifice et on est heureux de constater, même si 39 c'est encore en dessous de, la moitié, en tout cas, c'est plutôt, une bonne nouvelle. Est-ce que, votre organisation, incite, sensibilise ses collaborateurs aux éco-gestes? Là aussi, plutôt une bonne nouvelle puisque 43 des entreprises, déclarent sensibiliser, les collaborateurs. Force est de constater aussi que, il y a une majorité qui ne le font pas encore. Donc comme je vous disais, il y a encore des choses à faire sur la sensibilisation et sur les gestes simples. Même si on sait que les gestes simples sont pas forcément, les plus impactants, mais au moins ils ouvrent à, cette, vision et sur les actions qu'on peut faire. Ensuite, un sujet qui, à mon sens, est très important, pour, vraiment, embarquer, l'ensemble de l'organisation dans la stratégie, c'est l'alignement entre la stratégie Green IT et la stratégie globale RSE de l'entreprise. À 40 les entreprises, déclarent être alignées avec la stratégie globale. Donc ça, c'est quand même très important, très intéressant, parce qu'on sait que si la stratégie Green IT, vit de son côté, en fait, elle fait que survivre et ça a pas beaucoup, d'impact. On a une stratégie, mais derrière, il y a quand même très peu d'action. Petit point aussi, au niveau de la gouvernance sur le sujet, la donnée. Alors pareil, le RGPD pardon, est passé par là depuis. Aujourd'hui, 84 des entreprises déclarent, avoir une attention particulière, dans la gestion de leurs données. Donc ça, c'est un chiffre qui a vraiment augmenté depuis la précédente édition. Évidemment, le réglementaire, est en général un levier assez efficace. Alors par contre, entre déclarer avoir une politique ou avoir des attentions particulières sur données et ensuite mettre vraiment les actions en face qui permettent de le garantir, on a un petit décalage. Si vous regardez à l'écran, on peut voir que 72 des entreprises ont une politique de conservation des données à jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place cette procédure et cette politique. Simplement la moitié des organisations passent en revue les données au regard de leur politique. C'est-à-dire qu'il y a un plan, mais déjà, on en perd la moitié de ceux qui ont défini un plan, on en perd la moitié qui ne suivent pas les actions de ce plan. Ensuite, on réduit à 38 pour savoir si la politique de conservation des données est revue régulièrement. Donc, vous voyez, on a entre mettre en place une politique et derrière vraiment appliquer cette politique et faire évoluer cette politique d'une manière d'amélioration continue, on n'y est pas encore. Ensuite, on est plutôt sur les outils et un petit peu quand même, c'est assez intéressant à penser à la donnée au moment de la conception des projets, au début. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À 34 on tente de minimiser la collecte des données au moment dans les nouveaux projets. Quelques organisations déclarent fermement n'avoir aucune bonne pratique, hein, en matière de gestion des données, donc malgré la réglementation. On a des résistants. Alors encore une fois, hein, le sujet gouvernance, ça doit être une vingtaine de pages, hein, dans le document. Donc je ne fais qu'un petit focus sur la partie gouvernance. Il y a énormément d'autres data utiles à consulter. Donc n'hésitez pas à aller voir le doc. Et encore une fois, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on étaye telle ou telle thématique un peu plus précisément. On passe à la thématique data center. Donc, dans la thématique data center, on parle du périmètre de l'infrastructure, la notion de mètre carré, de nombre de baies. Ensuite, la notion d'énergie, donc avec le sujet du PUE.
qui est quand même un indicateur aujourd'hui partagé par l'ensemble des acteurs pour mesurer l'efficacité énergétique de leur bâtiment, enfin de leur data center. Le taux d'utilisation de l'énergie, les actions d'optimisation du data center et enfin la notion de hébergement interne, externe, voilà, où sont nos systèmes d'information. Alors, là, ils sont classés dans les actions qui concernent l'optimisation du local. Donc, je me suis focusé sur cette thématique. À noter en vert les 3 actions d'optimisation qui ont fortement augmenté depuis la précédente édition. La précédente est en 2020. On récupère beaucoup plus la chaleur fatale, c'est-à-dire on va tenter de récupérer cette chaleur à des fins de chauffage, par exemple, de chauffage urbain notamment. Ensuite, le sujet du confinement des flux d'air, c'est-à-dire de créer des corridors air chaud, air froid, ça fait partie des actions qui ont vraiment augmenté. Et enfin, le choix d'une architecture modulaire, donc pouvoir adapter son data center à la taille de ses besoins en bain informatique. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que les principales actions d'optimisation, quasiment la moitié des acteurs qui déclarent avoir un data center ont mis en place, c'est d'acheter des équipements non IT sur des critères d'efficacité énergétique. Donc ça, on voit bien l'impact du PUE. Pour réduire son PUE, il faut réduire l'énergie qui est allouée à la dépense énergétique non IT. Et donc, on en revient à ce fameux sujet du coût énergétique. On a bien compris que c'était un vrai coût, un vrai poste budgétaire et qu'on avait tout intérêt à optimiser là-dedans de manière à avoir un ROI de plus en plus favorable proportionnellement au coût de l'énergie. Sur les infrastructures informatiques, 4 sous-thématiques: la gouvernance de l'infrastructure, le dimensionnement de l'infrastructure, l'utilisation des serveurs et enfin les actions d'optimisation de son infrastructure. Donc 4 sous-thématiques avec différents chiffres pour ces sous-thématiques. J'ai focusé sur ces quelques chiffres. Le premier sujet sur la localisation de son infrastructure informatique. Est-ce que c'est plutôt interne? Est-ce que c'est plutôt externe? On voit que 75% des organisations déclarent avoir un data center interne. Alors, c'est particulièrement tiré par les entreprises de grande taille ou de taille intermédiaire. Et à ce chiffre, je rajoute un chiffre qui n'est pas présent là à l'écran, mais qui est dans le baromètre. Les entreprises déclarent aussi prévoir d'acheter plus de serveurs l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la mise en place d'un système hybride, voilà, entre cloud privé, cloud public, data center interne, data center externe. On sent vraiment cette tendance. Donc en 2020, on était plutôt sur une tendance, ouais, tout va dans le cloud. Il y a de moins en moins de salles informatiques. On fait de la curation de salles, etc. Au final, on a un petit retour en arrière. À ce moment-là, on voit vraiment ce qu'on appelle le cloud exit, voilà, exit qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on aboutira à une formule beaucoup plus hybride qu'attendue. Et c'est confirmé par ces chiffres. L'autre point, c'est comment les clients font attention quand ils choisissent un data center externe au fait que celui-ci est adhérent du Code of Conduct européen pour les data centers. Néanmoins, c'est pas parce qu'on n'est pas adhérent qu'on ne suit pas les bonnes pratiques du code, hein, mais au moins être adhérent garantit que c'est le fait. Alors, je vois la question. J'ai dit que j'avais du mal à regarder les questions-réponses, mais je la vois là dans le chat. Est-ce que l'augmentation des serveurs locaux est liée aux usages de l'IA?
Honnêtement, quand on a diffusé le baromètre, le questionnaire, donc au moment où on répondait, on était vraiment juste avant cette vague d'IA. Donc, je suis pas sûr. En tout cas, sur nos prochaines éditions, on ne manquera pas de poser la question pour savoir si ces nouveaux usages de l'IA ont des impacts en matière de taux d'équipement, en matière de différents types de data centers. Effectivement, c'est un sujet. Mais Alain, pour répondre à votre question, je pense que c'était juste avant vraiment cette vague IA. Euh, Ouais, c'était, je regardais c'était une question, mais ce n'est pas une question, c'est un constat. Sur le sujet du volume de stockage, c'est une donnée que je suis particulièrement chaque année parce que je suis assez sensible à ça. Je me dis mais comment on peut mettre en place une stratégie numérique responsable si on ne connaît pas son périmètre en termes de data? C'est-à-dire comment je peux bien allouer mes serveurs, comment je peux bien dimensionner les choses si je ne sais pas quel est mon volume de stockage en gigaoctets ou en téraoctets. 75% des organisations encore ont du mal, enfin ne connaissent pas le volume global de leur stockage. Alors, effectivement, juste si on est sur un système plus hybride, un peu en interne, un peu à l'externe, dans le cloud, et que c'était sur des serveurs dédiés, etc., c'est vrai que c'est quand même assez difficile d'avoir vraiment une vue à l'instant T de son stockage global. Je comprends tout à fait, mais pour moi, c'est un enjeu vraiment important de connaître ce volume, euh, et ne serait-ce que pour sa stratégie de backup je pense que c'est important de savoir ce volume. Force est de constater que 3 entreprises sur 4 ne le connaissent pas. En revanche, le nombre de boîtes aux lettres dans l'organisation est plus élevé. Donc, c'est une donnée, un indicateur qu'on suit beaucoup plus particulièrement. Et ça peut aussi s'expliquer par les nouveaux politiques commerciales des sociétés d'hébergement qui offrent ces services les services d'email et qui peuvent avoir des politiques au nombre de boîtes. Donc, ça va être beaucoup plus facile. En tout cas, on le sait beaucoup plus que son volume de stockage. Néanmoins, il y a quand même 4 entreprises sur 10 qui ne savent pas. Je pense que chacun qui aura fait l'exercice découvrira des adresses qu'il a utilisées à un moment et qu'il n'utilise plus aujourd'hui. Et au niveau des tailles d'entreprise, pareil, donc ça, vous pourrez le voir dans les annexes. Évidemment que, enfin, plus la taille est petite, plus la taille de l'entreprise est petite, mieux on va connaître son nombre de mails. Plus l'entreprise est grande, donc a plus de collaborateurs, moins c'est facile de faire le périmètre. Donc moins on connaît de manière exacte le nombre de boîtes aux lettres de l'organisation. Voilà, c'était sur la partie infrastructure. Alors, la thématique poste de travail ou terminaux, c'est des questions relatives au parc et puis à la sensibilisation des utilisateurs. Sur le parc, on a vraiment une énorme montée en compétence sur la mesure de la consommation de son parc, puisque quasiment 7 entreprises sur 10 mesurent la consommation du parc de postes de travail. Encore une fois, je pense que l'effet coût énergétique a fait son effet et aujourd'hui, on est quand même attentif au sujet de la consommation énergétique de toute son informatique et des postes de travail en particulier parce qu'en termes de nombre d'équipements, c'est là où il y en a le plus la plupart du temps. C'est aussi un sujet, alors je me rappelle plus si je l'aborde dans cette présentation, mais c'est dans le baromètre, le sujet des labels. Est-ce qu'on regarde les labels lors de ces achats d'équipements? Quand on regarde quel label, on va avoir vraiment en majorité des labels de consommation énergétique réduite. Donc le sujet est vraiment un sujet important. Ensuite, quand même, malgré ce coût énergétique, malgré qu'on a quand même. Alors, je pense qu'on va regarder plus facilement la consommation des postes de travail et multiplier cette consommation par le nombre de postes de travail. Mais à l'envers, on approche
globale, on va pas forcément suivre au niveau de la consommation électrique la part, de la consommation, électrique de ces activités IT. Donc on a une approche bottom up, mais pas tellement top down sur, la consommation, des postes de travail. Les achats, c'est, bah, comme je disais, est-ce qu'on considère ou pas, les critères environnementaux? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète neuf? Est-ce qu'on achète d'occasion? Est-ce qu'on loue? Voilà les différentes thématiques qui sont, abordées, dans cette, sous-thématique qui sont abordées dans la thématique achat. Alors 44 des entreprises, déclarent prendre compte des critères environnementaux, énergétiques et ou sociaux. Quand on regarde, les critères qui sont choisis, bah, comme je vous le disais, je me suis spoilé sans m'en rendre compte, vous voyez à force de faire l'exercice. Le principal, critère environnemental et surtout énergétique, à 65 des entreprises déclarent, choisir, des critères en fonction de la consommation d'énergie. Juste après, la capacité à fournir des données d'impact. Donc ça, c'est quand même très important, sur ces achats IT. On a cette volonté de plus en plus de, mesurer, les impacts environnementaux de nos systèmes d'information, dont les équipements informatiques ont une grande part. Et donc, bah, ça va être beaucoup plus, facile quand on a des données, de fabricants, si tant est qu'on puisse, les prendre pour argent comptant. On va favoriser ce type d'équipement parce que, bah, sinon, on sait que c'est quand même très difficile de mesurer ces impacts quand on n'a pas ces données. L'autre, phénomène, c'est qui est un phénomène nouveau, c'est l'indice de réparabilité. Donc en 2020, c'est un indice qui n'existait pas. Donc aujourd'hui, on se rend compte que 54 des entreprises vont, favoriser l'achat d'équipements qui disposent d'un indice de réparabilité et quand on demande quel est le seuil, c'est au-delà de 7. Voilà. Donc autant dire, s'il y a des fabricants qui nous écoutent aujourd'hui, avoir un indice de réparabilité en dessous de 7, c'est, un petit peu s'exclure du marché. La thématique impression, alors, c'est la thématique la plus mature, sur le sujet. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus entre guillemets «facile» et c'est ce qu'il y a de plus historique. C'est-à-dire, le sujet, du papier, du recyclage de papier, mais c'est pas toutes les thématiques qu'on aborde. On aborde, bah, le sujet de la charte graphique, hein. Si on a un logo avec plein de couleurs, avec, des dégradés et cetera, on a de fait beaucoup plus d'impact que si on a, un logo, noir et blanc avec des traits fins. C'est pour ça que c'est un impact direct sur, nos usages numériques. Le système d'identification, donc ça fait partie des bonnes pratiques. On se rend compte à quel point quand on met un système d'identification à l'imprimante, bah, ça réduit, d'autant les pages imprimées. On va voir qu'on est quand même encore on a encore beaucoup de pages imprimées par collaborateur. Le sujet de la consolidation des imprimantes, c'est-à-dire ne plus avoir chacun son imprimante, mais avoir une imprimante ou un copieur, un MFP, départemental. Bon, pour moi, c'était plus ou moins acté, mais on se rend compte qu'il y a encore, beaucoup, d'entreprises et des activités en particulier qui utilisent des imprimantes individuelles. C'est notamment le cas, dans le secteur financier. Et c'est normal, hein, on a tous eu cette expérience d'aller, à son banquier, qu'on signe un contrat, bah, et voilà, l'imprimante, elle est derrière dans le bureau pour qu'on puisse, directement, pour des raisons de confidentialité, de praticité. Il y a des métiers où, le papier est encore, bah, de fait, bien présent, même s'il y a beaucoup de digitalisation, aujourd'hui, vous allez voir que le nombre de pages est quand même, conséquent. Il y a le sujet du paramétrage des imprimantes, le sujet donc du nombre de pages, les achats d'imprimantes, pareil, est-ce que j'achète, je loue, j'achète d'occasion? Qu'est-ce que je fais de mes consommables? Est-ce que j'utilise du papier issu du recyclage? Est-ce que moi-même, j'organise une collecte séparée pour permettre le recyclage du papier? Est-ce que je fais appel à des, labels environnementaux dans le choix de mon papier? Quel label?
est-ce que j'ai organisé la collecte des consommables et est-ce que je mène une politique destinée à réduire les impressions au sein de mon organisation. Donc, les réponses auxquelles j'ai voulu faire un petit zoom concernaient la collecte séparée. Vous savez que les cartouches tonnerres sont depuis 2018 considérées comme des déchets électriques et électroniques. Donc de fait, ils doivent être collectés de manière séparée au sein de l'organisation. Néanmoins, vous avez que 64% des organisations qui déclarent organiser la collecte séparée de ces cartouches et tonnerres. Il y en a 20% qui déclarent non, donc ne souhaitent pas ou ne font pas. Malgré que ce soit une obligation légale, et enfin d'autres qui ne savent pas, donc de fait s'ils savent pas, c'est que ça doit pas être quand même très, très bien organisé. Sur le nombre de pages imprimées, vous voyez qu'une majorité encore d'entreprises, 44% des entreprises, impriment plus de 20 pages par jour, par utilisateur. Donc certes, c'est drivé par des secteurs d'activité qui sont très consommateurs, mais bon, c'est le sujet des statistiques. Encore une fois, toutes nos statistiques sont redressées par un institut de sondage, donc c'est j'allais dire la cruauté des résultats. C'est quand même beaucoup, plus de 20 par jour par utilisateur, et puis même à plus de 10, hein, ça fait plus de la moitié des entreprises qui consomment plus de 10 pages par jour par utilisateur. Donc le papier est loin d'avoir disparu. Le système, alors ça, c'est des stats qui sont où il y a une plus grosse maturité d'année en année. Est-ce que vous avez mis en place des actions de paramétrage? Donc aujourd'hui, il y a 55% qui disent oui. En fait, avant, il y en avait plus. Aux précédentes éditions, il y avait plus d'entreprises qui déclaraient avoir mis en place des actions de paramétrage, mais quand on leur demande ensuite quelles actions, donc dans les actions de paramétrage, c'est recto verso, noir et blanc, mode brouillon, etc., tout ce que permettent les paramétrages, on voyait que en fait c'était ah oui, je mets en place des actions, mais alors est-ce que vous faites le recto verso? Ah je sais pas. Est-ce que vous faites le brouillon? Je sais pas, je sais pas. Donc en fait voilà, il y avait l'intention de bien ou de la croyance que tout était bien fait en termes de paramétrage, mais au final, action par action, on était un petit peu déçus des déclarations. Donc là, on a 55% des entreprises, donc une majorité qui mettent en place des actions de paramétrage. Et derrière, c'est quand même plus ou mieux documenté, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup plus quelles actions. Ça, je vous laisserai le découvrir dans le baromètre. Encore une fois, il y a énormément de données sur le recyclage des papiers, les labels. Donc, on a une attention particulière sur l'achat de papier label. Le label préféré, c'est le label FSC, FST mixte. Pourquoi? Parce que c'est à la fois du papier vierge et du papier, enfin, de la pâte vierge et de la pâte recyclée, et que le papier n'est pas éternellement recyclable. Donc le fait de travailler avec un mix et vierge et recyclé, le meilleur combinaison pour avoir un papier durable, étant bien entendu que le meilleur étant d'avoir une politique qui vise à réduire ces impressions. Avant-dernière thématique, je crois que je vais être pile poil parfait dans le timing, donc je suis assez fier de moi. C'est pas toujours facile quand on démarre de savoir si on va être dans le temps. La thématique fin de vie. Donc une thématique, ça vous aura pas échappé, eu égard à mes fonctions, qui m'est chère. Donc grosse connaissance, montée en compétence sur la réglementation. En tout cas, la croyance de le savoir, parce qu'encore une fois, on ne vérifie pas que les gens connaissent bien la réglementation. On leur demande s'ils pensent bien connaître la réglementation, et donc 41, donc 71% des entreprises déclarent connaître soit parfaitement, soit partiellement bien la réglementation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la réglementation? La réglementation, elle commence avant même la mise en place de la filière REP à tenir un registre des déchets. Et malheureusement, on voit que un tiers, donc une entreprise sur 3, tient un registre des déchets, donc 2 tiers ne tiennent pas de registre des déchets, qui est la première obligation.
C'est quoi un registre des déchets? C'est simplement un registre qui permet de noter quels sont les déchets que nous allons générer, quels sont, donc par flux, quelle est la masse, le poids des déchets qui ont été produits et quels exutoires on donne à ces déchets. Voilà, c'est la base du registre des déchets. Un registre, sa forme est particulièrement libre, mais en gros, il faut qu'il y ait ces 3 informations. Et donc, dans ces informations, il y a la notion de quantité. Donc là, 34% des entreprises qui disent tenir un registre, mais il n'y a que 22% des entreprises qui déclarent connaître la quantité de D3E générée par an par leur organisation. Vous voyez, même, il y a l'intention, oui, je tiens un registre, mais bah, je le remplis pas vraisemblablement totalement, vu que je ne connais pas la quantité pour quasiment la moitié de ceux qui disent avoir un registre. Ils ne connaissent pas la quantité des 3E, qui est quand même l'indicateur de base pour s'assurer de sa conformité en matière de gestion de déchets électriques et électroniques, qui sont des déchets considérés comme dangereux. Quand on demande à ceux qui ont cette politique de gestion des 3E en place, vers quel type d'opérateur ils confient leurs déchets, donc principalement, quasiment une entreprise sur deux confie ses déchets à un éco-organisme. Et donc, ça veut dire qu'une entreprise sur deux ne les confie pas à un éco-organisme, malgré les avantages que procure l'éco-organisme, notamment le transfert de responsabilité et le fait de la garantie du bon traitement de ces déchets. La deuxième solution déclarée, c'est je donne mes déchets à un opérateur de traitement, c'est-à-dire un opérateur de traitement, c'est un opérateur qui prend du déchet et qui le traite et qui sort des matières premières recyclées, qui n'est pas à 33%, donc qui est la quatrième destination, un gestionnaire de déchets. Le gestionnaire de déchets, c'est tout opérateur qui manipule un déchet, soit le collecte, soit le transite, soit le stocke, soit le traite. Donc les opérateurs de traitement font partie des gestionnaires de déchets, mais tous les gestionnaires de déchets ne sont pas des opérateurs de traitement. Il y a des acteurs qui vont collecter du multidéchet et ensuite qui vont adresser aux différents exutoires. Et enfin, donc le troisième exutoire, ce sont les fabricants directement, ceux qui sont organisés en système individuel. Alors, je suis un petit peu surpris de ces 35%, vu qu'il y a quasiment plus de systèmes individuels dans le domaine de l'IT. Bon, c'est encore une fois, c'est la façon dont les gens déclarent leurs informations et ce qui nous permet aussi d'évaluer une maturité. Alors, vous avez vu que donc premier poste, c'était je le donne à un éco-organisme. Le deuxième, je le donne à un opérateur de traitement. Et troisième, je le donne à un gestionnaire de déchets. Quand on demande quel gestionnaire de déchets, vous avez deux gros acteurs, deux gros types d'acteurs. Il y a soit l'opérateur multidéchets. Donc l'opérateur multidéchets, il va collecter du papier, toutes les 8 flux. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc papier, métal, bois. Les vêtements, c'est le 8e flux depuis le 1er janvier. J'en oublie. Mais en tout cas, ils collectent beaucoup de déchets et ensuite ils distribuent vers les opératoires. Et ensuite, vous avez les points d'apport. C'est-à-dire qu'on ne vient pas enlever vos déchets, mais c'est vous qui les amenez sur un point d'apport. Quand on demande donc la moitié de ce troisième exutoire, c'est un point d'apport. Quand on demande vers quel type de point d'apport, une majorité, donc 70%, déclarent apporter leurs équipements en déchetterie. La déchetterie, il faut le savoir, il y a deux types de déchetterie. Il y a la déchetterie publique et la déchetterie professionnelle. Les déchetteries publiques est censée ne pas être accessible aux organisations. La déchetterie publique est ouverte aux citoyens de leur territoire qui payent des impôts locaux et qui ont ce service par délégation de leur obligation auprès de leur collectivité et donc bénéficient d'une déchetterie d'un lieu public. C'est ce qu'on fait, vous et moi, le week-end quand on apporte ces déchets à la déchetterie. Mais il y a, pour certaines déchetteries aussi une partie professionnelle. La seule différence, c'est que côté pro, c'est payant parce que les organisations ne payent pas le même niveau de taxe et donc n'ont pas le droit au même service que les ménages. Et donc, quand on leur demande s'ils vont
sur la déchetterie côté public ou côté professionnel, bah, on s'attendait à ce que ce soit côté professionnel, au moins déclaré comme le côté professionnel. Eh bien non, puisque 77%, donc une grande majorité des organismes, déclarent apporter leurs D3E déchetterie publique. Alors, c'est-à-dire que bah, sous couvert de leur citoyenneté, en tant que particulier, ils rassemblent les déchets de l'organisation, d'une organisation, et ils passent par la déchetterie publique. Donc c'est encore un exutoire qui est particulièrement exploité par les entreprises, et donc bah, au détriment des citoyens, des ménages qui payent bah, autant d'impôts que vu qu'ils payent un coût qu'ils ne devraient pas supporter. Voilà sur la partie fin de vie. J'arrive à la dernière thématique, qui est la thématique applicatif, donc le développement de logiciels. Alors sur le sujet des bonnes pratiques, donc on parle quand même depuis maintenant plusieurs années d'éco-conception. Il y a des référentiels qui ont été publiés, qui sont très largement en place et qui permettent d'aborder un besoin logiciel avec une démarche d'éco-conception. Quand on demande aux entreprises si elles intègrent les bonnes pratiques numériques responsables dans la conception de leur logiciel, une majorité, 59%, déclarent intégrer les bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques intégrées suivent en premier lieu le référentiel des 115 bonnes pratiques des sites web. Donc, mais ça concerne que les sites web. Néanmoins, ça reste un outil méthodologique pour faire un peu d'éco-conception. Et le deuxième qui est cité, c'est le RGESN, donc le référentiel général des j'ai perdu le E, mais des services numériques, d'éco-conception des services numériques. Voilà, référentiel général d'éco-conception des services numériques, qui est le référentiel le plus connu et reconnu pour mettre en place. Il est cité en deuxième fois. Et puis sur le sujet de l'accessibilité numérique, donc bien évidemment, éco-concevoir un service numérique, c'est qu'il soit accessible. En tout cas, quand on demande si on intègre les bonnes pratiques en matière d'accessibilité numérique, bah, 1 sur 2 déclare les intégrer. C'est étonnant et pas étonnant. Ce chiffre devrait nettement s'améliorer vu que à partir du 1er janvier maintenant, et puis je crois que ça va être progressif sur le périmètre des entreprises qui sont obligées, tous les systèmes d'information devront, et donc notamment tout ce qui est service web, devront intégrer de manière obligatoire des bonnes pratiques en matière d'accessibilité numérique et seront évaluées comme telles et seront soumis à des pénalités. Donc je pense que ce sujet de l'accessibilité numérique est encore un grand sujet à venir. J'ai presque fini, je vois qu'il reste 5 minutes pour les questions, peut-être un peu plus. En tout cas, je suis à votre disposition. Je voulais terminer sur cette conclusion. Est-ce que bien faire du numérique, c'est accepter des solutions non numériques? Je pense que c'est une vraie bonne grosse question. C'est un peu l'esprit low-tech, mais est-ce qu'on a besoin de tout digitaliser? Est-ce que ça peut marcher mieux sans l'être? Et donc, bah, je suis agréablement satisfait que 38% des entreprises déclarent avoir ce réflexe de s'interroger sur est-ce que ce service numérique nécessite vraiment bah, un service numérique. Est-ce qu'on peut pas le rendre d'une autre manière, pardon. Voilà, alors j'ai terminé. Je voulais profiter de cette expression, de cette fenêtre d'expression pour deux choses. Bah déjà, je remercie, je sais plus qui, mais qui a publié le lien vers le baromètre. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger, à en user, abuser. Ensuite, je voulais aussi profiter. Euh, Écologique fête ses 20 ans. Donc ça fait 20 ans que la filière REP des 3E est en place. J'ai eu la chance de participer à ses fondements. Et donc, bah, à l'occasion de nos 20 ans, j'ai le plaisir de pouvoir vous inviter à nos 20 ans. Ça se passera à la Cité internationale universitaire de Paris. Et on aura comme invité principal Philippe Biwix, donc qui est quand même qui est un ingénieur qui est très très connu et reconnu, notamment sur tout le sujet de la matière, et en plus d'être une personne très éloquente. Donc je vous invite vraiment à participer à cet événement.
et donc bah, vous n'aurez qu'à cliquer ici pour vous inscrire. Merci pour votre écoute et posons-nous les questions. Merci beaucoup Romuald et bon anniversaire à Écologique. Effectivement, merci à Alain qui a mis les liens dans le chat. Je vois qu'on a une question, parce que Thomas a répondu à certaines questions, mais il en reste une en fait qu'on n'a pas encore pris justement d'Alain, qui demande au niveau de la réglementation pour les D3E, est-ce qu'il y a aussi des sanctions en cas de non-respect, étant donné que les résultats montrent un respect partiel des obligations les plus sommaires? Alors, il y a des sanctions. Pour autant, est-ce qu'elles sont appliquées? Ça, je pourrais pas dire. Je suis pas au sein, mais évidemment que les sanctions. Alors, il y a 4 millions d'entreprises. Je pense qu'ils sont une dizaine sur le sujet au ministère de la Transition écologique. Donc, forcément, il y a, il y a un rapport de force qui est pas dans le bon sens. Vous avez vu aussi dans le cadre de la remise en question de certaines choses, la police environnement est pas hyper confortable en ce moment. Donc, bah oui, voilà, toute une question de priorité. Néanmoins, au-delà de la sanction, bah, on sait à quel point le mauvais traitement de ces déchets qui peuvent contenir pour une majorité des substances dangereuses, ben, ont besoin d'un bon traitement. Donc sanction ou pas sanction, je pense qu'il est important, de notre point de vue, de bien gérer. Alors je pense que tout le monde sait ça, qui nous écoute, mais on sait que 80% des impacts sont liés à la fabrication des équipements. Donc le plus important, c'est et du fait de l'extraction minière. Donc, bah, pour éviter l'extraction minière, on a deux grandes actions, hein. La première, c'est allonger la durée de vie des équipements, vu que le mal est fait dès le départ, autant que ça dure le plus longtemps. Et la deuxième façon d'éviter une extraction, c'est de bien recycler ces déchets. Et si on n'a pas tellement la main sur les conditions d'extraction des matières, parce que ça se passe bien loin de nos contrées, et c'est pas toujours facile de suivre les conditions, même quand on est local. Au moins, nous, occidentaux, on a la main pour savoir ce qu'on veut faire de nos déchets. Donc, je pense que c'est important, d'un point de vue éthique et moral, de s'assurer qu'on fait bien les choses. Et puis, il y a la pression des clients aussi, parce que Bah oui. dans les appels d'offres, il y a de plus en plus de questions. Et je pense que voilà, au-delà de la sanction commerciale peut peser beaucoup plus dans la balance. Oui, tout à fait. Nous, j'en profite pour partager un chiffre d'une enquête que Numéum fait auprès de ses adhérents tous les ans et qui montre que 9 entreprises sur 10 doivent justifier de critères RSE dans les appels d'offres auxquels elles répondent, tu vois. Donc, effectivement, ça vient complètement corroborer ce que tu viens de dire. Alors, attends, Alain est en train de... Je ne sais pas si tu vois dans le chat, il Alors, précise... je vois sur les questions, dans le sujet sur les serveurs IA, j'ai répondu. Baisse de connaissances, n'est-elle pas liée à migration cloud? Si, bien sûr, Yannick, c'est très difficile. Enfin, en plus, c'est pas le fait que ce soit chez l'un, soit à l'extérieur, c'est le fait des solutions hybrides, en fait. On a une partie de données un peu là, un peu là, un peu là. Il y a aussi la réplication pour s'assurer de l'intégrité de ces données, de la haute disponibilité de ces données. Donc, on n'est pas tous égaux face à nos besoins en service, en matière de disponibilité, etc. Donc, oui, le sujet est complexe. Et puis, bah, on privilégie aussi les solutions modulaires. Donc, finalement, cette superficie des salles informatiques, elle peut aussi évoluer de manière très régulière. Donc, bien entendu, hein, c'est le problème de la modularité. Hein, c'est bien, c'est pas bien. Effectivement, la donnée est de plus en plus dispersée, malgré le RGPD qui nous oblige à connaître de manière très physique où sont nos données. C'est pas toujours facile de le savoir. Quand bien même on sait qu'elles sont là, rien nous dit qu'elles sont pas répliquées ailleurs. Donc, et là, c'est pas toujours très transparent. Donc, bien sûr, ça fait partie de la difficulté. Bien, qui semble préoccupant. Sinon, je En vois... effet. Ouais, je sais pas Ouais. si j'ai l'impression qu'on a pris toutes les questions là qui ont été posées. Je vois une remarque en fait de Carole dans le chat qui, par rapport à l'accessibilité, en fait, qui dit que c'est assez étonnant cette part majoritaire d'entreprises qui déclarent mettre en place les règles d'accessibilité connaissant les chiffres très faibles des sites conformes. Et oui, oui, bah, et encore, moi, je trouve 51%, eu égard à la législation qui va obliger à le faire, je pense que c'est enfin, on n'est pas mature sur le sujet, Non, très, pas très du tout. clairement.
très clairement. Ou alors on pense l'être. C'est un petit peu comme le sujet de la réglementation des 3 œufs. Hein. Ah oui, je connais parfaitement la réglementation, mais je sais pas combien de D3E génère. Ouais, tout à fait. Alors, je pense qu'on a pris toutes les questions. Et merci encore à Alain pour tous les liens partagés dans le chat. J'avais vu effectivement une question, le support de présentation et le replay seront disponibles. Donc, Bien entendu, le support, l'étude, le baromètre, ça fait, je regardais tout à l'heure, 95 pages, donc voilà, il y a beaucoup de chiffres. J'en profite pour féliciter les permanents de l'Alliance Green IT parce que c'est eux qui font tout ce boulot de restitution. C'est bien d'avoir plein de chiffres, mais faut les rendre digestes. Et puis pour la première édition, on partage vraiment l'ensemble des données de manière brute, donc tous les chiffres sont détaillés par type d'activité, par tranche d'effectifs et par chiffre d'affaires. Il y a toute la partie quantitative qui est pas dans le baromètre, mais qui est dans les annexes. Bon, c'est du déclaratif, on compte pas les équipements, on attend que les déclare, mais la métrique des médianes elle peut être un bon indicateur. Et je vous invite tous à passer en revue à travers le questionnaire vos pratiques, et puis comme ça, vous pourrez, par rapport au baromètre, vous positionner vous-même sur la maturité moyenne. Tout à fait. Et moi, j'en profite aussi pour remercier l'AGIT parce que ce suivi, en fait, dans le temps de ces indicateurs, c'est effectivement très précieux. Et ça nous invite aussi à réfléchir peut-être à la façon dont on essaye de partager ces bonnes pratiques, de faire émerger le sujet aussi parce que on en parle beaucoup, mais finalement, il y a encore énormément de chemin à faire sur l'ensemble de ces sujets. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce baromètre, en fait, qui nous donne un peu la température, qui peut aussi nous donner des indications de, quelles seraient les actions peut-être à mettre en place pour continuer à faire connaître ces bonnes pratiques. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, écoute, Romuald, une présentation super complète, super riche. Voilà, c'est que j'ai été très clair, c'est parfait. Encore une fois, et après le recul, la digestion de tous ces chiffres, et puis pour ceux peut-être qui nous regarderont a posteriori grâce au replay, je me tiens à la disposition de tout le monde si vous souhaitez une restitution, soit plus ou moins équivalent, soit focus sur une thématique. On a énormément de données à partager, de pratiques à partager, et tout ça dans l'intérêt d'un numérique plus responsable au niveau national et même plus largement si possible. Carrément. Écoute, merci beaucoup. Merci à toutes et tous de votre présence ce soir. Merci aux équipes de l'AGIT qui ont permis la réalisation de ce baromètre. On vous donne rendez-vous, nous, au mois de mai. Je vous enverrai un mail, mais prochain atelier sera courant mai. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Je prends tous les merci.